Depuis le siècle dernier, de nombreux cas de personnes disparues ont dépassé le cadre de la tragédie individuelle pour devenir des mystères persistants qui non seulement laissent les familles en quête de réponses, mais continuent également de défier les meilleurs enquêteurs. Numéro 20. Au premier abord, ces photos de Chinois frappant des gongs et agitant des balais et des épouvantails peuvent ressembler à un festival, mais il s'agit en réalité de rappels d'une politique à courte vue aux conséquences dévastatrices. À la fin des années 1950, la Chine tentait de se transformer en superpuissance grâce au grand bond en avant. L'objectif était d'industrialiser la nation, d'augmenter la production agricole et de sortir la population de la pauvreté. Mais en février 1958, le gouvernement a également lancé une campagne de santé publique appelée l'élimination des 4 nuisibles. Les cibles étaient les rats, les moustiques, les mouches et les moineaux. Les 3 premiers étaient ciblés pour avoir propagé des maladies. Les moineaux étaient ciblés car ils mangeaient du grain. Les responsables pensaient qu'un moineau consommait environ 2 kg de grains par an. Avec la collectivisation et l'augmentation de la production céréalière, ces oiseaux étaient vus comme une menace. Tous étaient encouragés à les éliminer. Des affiches montrèrent des enfants attaquant les oiseaux avec des lance-pierres, tandis que groupes scolaires et communautés rejoignirent la campagne. Les nids étaient arrachés, les œufs écrasés, et quand les oiseaux étaient hors de portée, les gens se rassemblaient en dessous, agitant des banderoles et frappant des gongs pour les empêcher de se poser. Beaucoup d'oiseaux, épuisés et effrayés, tombaient simplement du ciel. Un exemple célèbre est l'ambassade de Pologne qui a refusé de laisser les chasseurs de moineaux entrer dans son enceinte. En réponse, dans Janunda-on, des gens ont encerclé le bâtiment avec des tambours et après 2 jours, tant d'oiseaux étaient morts que le personnel de l'ambassade a dû les enlever à l'appel. La campagne a presque éradiqué les moineaux dans certaines régions de Chine, mais le résultat a été désastreux. Les moineaux mangeaient du grain, mais ils mangeaient aussi des insectes, surtout pendant l'été. Sans eux, des nuisibles comme les criquets et les foreurs du riz ont proliféré, détruisant davantage de récoltes que ne l'auraient fait les oiseaux. Le temps sec a encore aggravé les dégâts. Les responsables ont réalisé leur erreur et remplacé les moineaux par les punaises rouges dans la campagne des 4 fléaux, mais les dégâts étaient déjà faits. Les insectes ont continué à ravager les cultures, contribuant à la famine, aux maladies et à d'innombrables décès. La Chine aurait ensuite importé des moineaux de Russie et d'autres pays pour reconstituer la population. Et aujourd'hui, les moineaux sont de nouveau présents en Chine, mais cette campagne reste un avertissement sur ce qui se passe lorsque l'on sous-estime la nature. Numéro 19. Craig Steve Kinner est né le 9 mai 1961 et en 2004, il était marié et vivait dans le Missouri. Au-delà de cela, on ne sait pas grand-chose de son passé et de son histoire personnelle, les prochains événements documentés étant sa disparition soudaine qui a laissé une famille brisée à la recherche d'un être cher. C'est le 3 mars 2004 que l'homme de 42 ans s'est rendu dans le secteur des numéros 700 de Fremont Street à Washington, dans le Missouri, pour rendre visite à sa mère. Après quelques heures de visite, Craig a quitté la maison de sa mère et lui a dit qu'il allait sauter dans la rivière pour s'amuser. Il a appelé sa femme et lui a répété cela. La rivière mentionnée était le Missouri, à environ un demi-mile au nord-est de la rue Fremont. Craig a laissé tous ses effets personnels chez sa mère et est parti, mais on ne sait pas s'il est jamais arrivé à la rivière ou s'il avait réellement l'intention d'y aller. Depuis, personne ne l'a vu ni entendu. N'étant pas rentré ce soir-là, il a été aussitôt signalé disparu à la police de Washington. Constatant que l'homme disparu pouvait être en danger, une opération de recherche et de sauvetage a été lancée, mais les autorités n'ont trouvé aucune trace de lui. Les circonstances entourant sa disparition restent floues et l'endroit où se trouve Craig demeure inconnu. Les forces de l'ordre l'ont déclaré disparu et en danger, son affaire reste non résolue. Malgré les appels lancés au public pour toute information pouvant aider dans cette affaire, aucune piste n'a émergé et la famille est dévastée par cette épreuve. Craig Kinner a été décrit avec des cheveux bruns et des yeux bleus. Il mesure 1,65 m et pèse environ 61 kg. Il a des tatouages sur le poignet droit, l'épaule droite et plusieurs autres endroits. D'après sa mère, l'homme disparu portait un jean bleu, un sweat turquoise et un chapeau beige lors de sa dernière apparition. Toute information concernant sa localisation peut être transmise au service de police de Washington au 636 930 1050. Numéro 18. Cette photo d'une pente sur les eaux glacées de la côte du Groenland est l'une des dernières images prises avant que la catastrophe ne frappe l'expédition à laquelle elle participait. Prise en 1909, il faudra attendre 3 ans avant que son capitaine et son ingénieur ne rentrent chez eux.
Le navire appartenait à l'explorateur arctique Einar Mikkelsen. Mikkelsen avait été fasciné par la voile et l'exploration polaire dès son plus jeune âge. Il avait déjà une expédition réussie au pôle Nord à son actif lorsqu'il prit la mer à bord du navire, l'Alabama, en 1909. Cette expédition avait un objectif plus solennel. Près de 20 ans plus tôt, l'explorateur américain Robert Peary avait affirmé avoir atteint la région la plus au nord du globe. Il affirmait qu'il existait un chenal, surnommé le canal de Peary, qui séparait le nord-est du Groenland du reste de l'île. En 1906, Ludwig Magnus Ericsson partit diriger une expédition qui devait cartographier les côtes du Groenland et déterminer la véritable nature de l'île. Lors de l'expédition, l'équipe principale avec Ericsson et 2 membres disparus. L'objectif de Mikkels en 1909 était de retrouver ces documents et de découvrir quel sort avait été réservé aux explorateurs précédents. L'expédition a commencé avec un équipage de 7 personnes, dont Mikkelsen. En chemin, ils se sont arrêtés en Islande, où l'un des membres de l'équipage a dû être remplacé. Rejoignant l'équipe, Eivor Iverson s'est joint à l'expédition si tard qu'il n'a pas eu le temps de dire au revoir à ses proches. L'équipage de l'Alabama a atteint l'île Shannon, dans l'extrême nord du Groenland, avant que le navire ne soit pris dans les glaces. Ce n'était pas totalement inattendu. Après un long hiver, Mikkelsen était impatient de s'enfoncer plus loin dans les terres à la recherche d'un cairn qu'il pensait contenir les documents. Au départ, l'équipe était composée de 5 hommes, dont 2 restaient à l'Alabama. Après la première étape, seuls Mikkelsen et Iverson ne sont pas retournés au navire. Les 2 hommes ont continué. En mai, ils ont trouvé le cairn contenant les derniers messages de l'expédition d'Ericsson. Le problème est apparu immédiatement. Ericsson s'était fié aux cartes réalisées par Robert Peary, qui étaient complètement erronées. Le plus important, c'est que le canal de Peary n'existait pas. Munis de ces informations, Mikkelsen et Iverson sont retournés à l'Alabama. Ce fut un voyage ardu et ils ont dû abandonner la plupart de leurs affaires en essayant de rentrer. Mais à leur retour, ils ont découvert que le navire avait été détruit sur la glace. Le reste de l'équipage était parti. Ils apprirent plus tard que l'équipage, secouru par un navire de passage, avait abandonné leur capitaine et leur ingénieur. Mikkelsen s'y était préparé. En fait, il avait laissé un message au reste de l'équipage disant que s'il ne revenait pas, il ne fallait pas s'inquiéter. Il pensait qu'il trouverait un passage sur un navire, tandis qu'il construisait un abri avec les restes de l'Alabama. Les 2 hommes pensaient que leur sauvetage serait imminent. Il fallut attendre 2 hivers avant qu'un navire de passage n'arrive. À ce moment, les 2 hommes étaient dans un état si effrayant qu'un sauveteur repartit en courant à son navire, les croyant fous. Ils ont survécu grâce aux provisions des expéditions précédentes et en s'occupant de bébés lièvres pour préserver leur santé mentale. Les 2 hommes furent accueillis au Danemark comme des héros. Pour Iverson, ce fut la fin de sa carrière d'aventurier. Mais Mikkelsen continuerait à explorer la région arctique, retournant plusieurs fois au Groenland avant de décéder à l'âge de 90 ans. Numéro 17. Mary Denise Lance est née en septembre 1964. En 2004, elle avait 2 enfants adultes et vivait à Marshall, dans le Michigan, avec sa famille. La même année, ses parents ont déménagé et se sont installés en Californie. Sa mère, Banita, voulait qu'elle s'installe à l'ouest, mais elle préférait rester dans le Michigan alors qu'elle allait devenir grand-mère. La femme de 39 ans vivait dans un appartement situé dans le secteur des numéros 1200 de la rue Arms à Marshall. Elle y habitait avec son fiancé, Christopher Luke Pratt. 2 jours après le déménagement de ses parents en Californie, Mary disparaît de chez elle après une dispute avec Christopher. Elle a été vue pour la dernière fois entre 22h et 22h30, le 12 mars 2004. Selon son fiancé, elle lui a dit qu'elle allait faire une promenade et il l'a regardée partir en direction du parking couvert de leur complexe. Elle a ensuite disparu dans l'obscurité. Mary n'est pas rentrée chez elle ce soir-là, et personne ne l'a vue ni entendue depuis. 2 jours après qu'on l'a vue pour la dernière fois, Christopher a contacté la famille de sa fiancée en Californie pour demander si elle s'y trouvait. Cet appel a sans doute inquiété la famille, qui n'avait pas vu Mary depuis leur départ du Michigan. L'alerte a conduit le frère de la disparue à signaler sa disparition à la police de Marshall. La police a aussitôt ouvert une enquête qui les a menés à l'appartement de Mary. Ils allèrent découvrir qu'elle avait laissé ses clés, son portable, sa bague de fiançailles, ses vêtements et son Dodge Durango en partant. Mais il manquait à la maison son sac à main en filet blanc, que Christopher dit qu'elle a pris ce soir-là. Il n'y a eu aucune activité sur aucun des comptes de Mary depuis cette nuit-là.
Les enquêteurs ont visionné plusieurs heures d'images de vidéosurveillance et une caméra du magasin Marshall Party a filmé Mary vers 18h30, le 12 mars, quelques heures avant la disparition. La famille a ensuite engagé un détective privé qui a déterminé que Mary s'était rendue au magasin de fête avant de retrouver son fiancé dans un salon à proximité. Des témoins ont entendu le couple se disputer et ils sont tous les deux partis peu après. Elle devait voir une amie ce soir-là, mais quand celle-ci est venue la chercher, Christopher a affirmé que Mary n'était plus disponible. Les forces de l'ordre ont utilisé des unités cynophiles pour suivre la piste jusqu'à un hôtel proche. Mais à part cela, rien n'avait été trouvé. Christopher a arrêté de communiquer avec la police et après la disparition de sa fiancée, il a été condamné pour plusieurs chefs d'accusation sans lien avec son affaire. Il a été libéré sur parole en 2013 après avoir purgé seulement 6 ans pour un acte criminel, violence domestique, séquestration illégale et altération d'un dispositif de communication. Il a été désigné personne d'intérêt dans l'affaire, sans être nommé suspect dans les rapports officiels. On soupçonne un acte criminel dans la disparition de Mary Lands qui reste introuvable. Elle a été classée comme disparue et en danger et son affaire n'est pas résolue. Âgée de 39 ans, elle avait les cheveux bruns et les yeux bruns, mesurait 1,68 m et pesait environ 72 kg. Ses oreilles et son nombril étaient épercés. Elle a une cicatrice sur le bras gauche due à la vaccination contre la polio et portait des lunettes de lecture marron. Son lobe d'oreille droit est déchiré et il aurait été vu pour la dernière fois avec une blouse d'hôpital bleue à motif d'ours en peluche ou de Bob l'éponge, un pantalon d'hôpital bleu foncé, des baskets à enfiler, une veste marron et un sac à main en filet blanc. Les informations concernant sa localisation peuvent être transmises au service de police de Marshall au 269 781 259 6. Numéro 16, Greenpeace est connu pour ses protestations contre diverses pratiques nuisibles à l'environnement dans le monde entier. Lorsque cette photo a été prise en 1981, c'était encore une organisation militante relativement nouveau qui venait tout juste de devenir Greenpeace International. Mais les militants dénonçaient déjà des pratiques inquiétantes qui nuisent encore à nos océans. Le grand navire sur la photo est le GEM, un navire servant à déverser des déchets. Il était affrété chaque année par le Royaume-Uni. Depuis les années 40, le Royaume-Uni et d'autres pays nucléaires du monde entier déversent des fûts de déchets nucléaires dans l'océan. Entre 1946 et 1990 environ, 200 000 fûts ont été déversés rien que dans l'océan Atlantique. Ces déchets venaient de la production d'armes nucléaires et de centrales nucléaires, ainsi que de l'industrie médicale qui utilisait des sources nucléaires pour l'imagerie. Ce total de centaines de milliers de fûts n'incluait pas les eaux de ruissellement ou les déversements accidentels. Initialement, l'industrie nucléaire éliminait ces déchets sans restriction. Ce n'est qu'en 1972 que les premières conventions réglementant le rejet des déchets ont été mises en place. La Convention de Londres sur l'immersion des déchets était un traité mondial qui interdisait le rejet de déchets radioactifs de haute activité dans l'océan. Cependant, les déchets de faible et moyenne activité restaient autorisés. Ces déchets nucléaires pouvaient encore être dangereux et contenir des isotopes radiotoxiques et persistants. Ils étaient déposés à quelques centaines de miles des côtes de Cornouailles. Si le public l'avait su, cela aurait provoqué des remous, mais la pratique était peu médiatisée. C'était quelque chose que Greenpeace voulait changer. À partir de 1978, des équipes de manifestants sortaient pour affronter des navires comme le GEM. Lors de la première confrontation, un baril pouvant contenir des déchets nucléaires a écrasé le canot pneumatique de Greenpeace. Les marins utilisaient des lances à incendie pour remplir le canot d'eau ou construisaient des cages autour des plateformes pour empêcher l'approche des bateaux. Greenpeace a relevé chaque défi. La confrontation a attiré l'attention du public sur les déversements, mais le travail plus efficace n'a pas bénéficié d'autant de médiatisation. Les marins du GM et d'autres navires de déversement pouvaient affirmer qu'ils respectaient la loi. Seuls des efforts constants pour modifier la Convention de Londres sur l'immersion des déchets ont permis d'interdire l'élimination des déchets nucléaires dans les océans. En 1983, les parties à la Convention de Londres sur l'immersion des déchets ont appelé à un moratoire sur le déversement de déchets radioactifs, et un groupe d'experts a été réuni pour évaluer les mesures à prendre. Même les déchets nucléaires de faible activité pouvaient nuire à l'environnement. Mais il a tout de même fallu attendre 1993 pour que ce procédé soit réellement interdit. Numéro 15. Passionné de plein air, randonneur aguerri, général de division aérienne retraité. Ce sont des titres qui résument la vie de William Neil McCasland, ingénieur en astronautique et ancien commandant du laboratoire de recherche de l'armée de l'air.
Au cours de sa carrière militaire, William a été affecté au Pentagone en 2007, où il a dirigé la section des acquisitions spatiales au sein du bureau du secrétaire de l'armée de l'air. En 2009, il a été promu directeur des programmes spéciaux au sein du bureau de la défense pour l'acquisition, la technologie et la logistique. À ce poste, il avait accès aux informations les plus sensibles des États-Unis, y compris les connaissances, programmes et capacités non divulguées. Pour ses services, William détient plusieurs décorations et distinctions, dont une étoile de service en bronze, plusieurs grappes de feuilles de chêne, un ruban d'expert en tir aux armes légères et une distinction d'unité méritoire conjointe. Après sa carrière militaire, William a rejoint Applied Technology Associates comme directeur de la technologie. Son lieu de travail se trouve à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, où il réside également. William a disparu plus tôt cette année et il figure parmi les 11 scientifiques portés disparus de façon inexpliquée depuis le milieu de l'année 2024. Toutes ces personnes disparues ont une habilitation de sécurité élevée, rendant leur disparition très préoccupante. Selon les rapports officiels, l'homme de 68 ans a quitté son domicile d'Albuquerque le matin du 27 février 2026, laissant derrière lui plusieurs effets personnels, dont ses lunettes de vue, ses appareils connectés et son téléphone portable. Il n'a plus été vu ni entendu depuis. Ce même jour, le bureau du shérif du comté de Bernalillo, au Nouveau-Mexique, a émis une Silver Alert pour William. Les rapports indiquent qu'on ne sait pas où il se dirigeait, ni ce qu'il portait au moment de son départ. En fouillant la maison, les enquêteurs ont remarqué que quelques objets manquaient, notamment des bottes de randonnée, un sac à dos rouge, un portefeuille, ainsi qu'un revolver de calibre 38 et son étui en cuir. Une opération de recherche a été lancée dans la région, sa maison entourée de falaises et de canyons, fouillée minutieusement par des hélicoptères équipés de caméras infrarouges. Les équipes ont survolé la zone de nuit, espérant que leur technologie détecterait une signature thermique. Le temps chaud du printemps a rendu le terrain défavorable. Toute la montagne apparaissait chaude, ce qui rendait difficile de différencier la chaleur des rochers de celle du corps d'une personne. Malgré tous les efforts, William reste introuvable. 8 jours plus tard, les enquêteurs ont découvert un sweatshirt gris de l'US Air Force près de la maison d'où William aurait disparu, mais sa famille n'a pas encore confirmé s'il lui appartenait. D'après ce qu'ils ont découvert, les autorités ne peuvent pas dire pourquoi il a choisi de quitter son domicile, ni si quelqu'un d'autre était impliqué. Ils ont aussi examiné des heures de vidéosurveillance sans résultat. Les dossiers officiels concernant la disparition de William indiquaient qu'il souffrait de confusion mentale et était atteint d'une condition médicale non précisée. C'est pour cette raison qu'il s'est retiré de plusieurs groupes, dont la plupart étaient à vocation scientifique. Malgré un déclin cognitif potentiel, William était décrit comme la personne la plus intelligente de la pièce. Il était également très compétent. Sa disparition est sans aucun doute inhabituelle pour lui. Depuis avril de cette année, ces disparitions font l'objet d'une enquête de la Maison-Blanche dans le cadre d'une enquête à grande échelle concernant les événements impliquant la disparition de personnalités disposant d'une habilitation de sécurité de haut niveau, dont la plupart restent non résolues. Les forces de l'ordre s'inquiètent pour sa sécurité en raison de problèmes médicaux. William McCaslin a été vu pour la dernière fois dans le quartier de Quail Run vers 11h00 le 27 février, se déplaçant dans une direction inconnue. L'homme de 68 ans a été décrit comme un caucasien aux yeux bleus et cheveux gris-blanc. Il mesure 1,80 m et pèse environ 72 kg. Il est également connu pour porter des lunettes de vue. Toute information concernant la localisation et les circonstances de cette affaire peut être transmise à l'unité des personnes disparues au 15 05 4 6 8 7 0 7 0. Numéro 14. Les pompiers ont décrit les scènes au Koweït en 1991 comme ressemblant à quelque chose tiré de l'enfer de Dante, et les photographies de l'époque confirment cette évaluation. Des colonnes de fumée noire s'élèvent dans les airs, bloquant tellement le soleil que la température au Koweït était nettement plus basse que dans les régions environnantes. Les flammes orange seules perçaient l'obscurité. Même là où il n'y avait pas d'incendie, le pétrole faisait paraître les ouvriers comme des victimes de films d'horreur. Les incendies de pétrole au Koweït comptent parmi les pires catastrophes écologiques de l'histoire. Mais contrairement à la catastrophe de Tchernobyl ou au cyclone Bola, les incendies du Koweït étaient délibérés. Les incendies ont commencé à la fin de la guerre du Golfe en 1991. Quelques mois plus tôt, l'armée irakienne avait envahi le Koweït et occupé le pays pendant 2 jours. Immédiatement, l'invasion a été condamnée et une alliance militaire dirigée par les États-Unis a été envoyée pour la combattre.
En février 91, les forces terrestres de la coalition sont entrées au Koweït et les troupes irakiennes se sont rapidement repliées. Mais en se repliant, ils ont allumé des incendies qui allaient laisser derrière eux une scène d'horreur à laquelle leurs ennemis devraient en faire face. L'un des principaux facteurs à l'origine de la guerre était la richesse des champs pétrolifères du Koweït. Les champs, autrefois source de richesse pour la nation, étaient désormais en flammes. Plus de 600 puits de pétrole ont été incendiés et de nombreux autres laissés ouverts, déversant du pétrole dans l'environnement. La zone autour des puits, couverte de mines, était d'autant plus dangereuse pour ceux qui voulaient stopper les incendies. Alors que les experts tentaient d'évaluer le travail à accomplir, ils estimaient qu'il faudrait des années pour que tous les puits de pétrole soient refermés et que les incendies soient éteints. Les travaux seront encore retardés afin que les puits soient aussi sûrs que possible pour les pompiers. Quelques mois après le début des incendies, des pompiers du monde entier sont arrivés au Koweït. Ils étaient spécialement formés pour ce travail et se sont mis à l'œuvre pour tenter de réparer les dégâts. Début avril, le premier incendie de puits de pétrole a été éteint. Les pompiers devaient évoluer dans le pétrole causant des brûlures chimiques, une fumée épaisse limitant la visibilité et un terrain parsemé de drapeaux signalant les mines enfouies. Les progrès furent lents au début, mais les pompiers sont progressivement devenus experts dans ce métier unique. Les estimations du nombre d'années de travail ont été revues à la baisse. Le dernier puits a été bouché en novembre 1991. Une partie de la destruction a été diffusée mondialement. Les images de la NASA montraient l'étendue des incendies, avec des traînées noires de fumée s'étendant à travers le désert. Encore plus de dégâts ont été causés au Golfe lui-même, où l'équivalent d'innombrables barils de pétrole s'était déversé dans l'eau. Des images d'oiseaux et d'animaux sauvages luttant dans le pétrole ont été partagées dans les médias. Beaucoup voulaient aider les animaux, mais il était difficile de secourir ces oiseaux couverts de pétrole. Le colmatage des puits et l'extinction des incendies ont été considérés comme une grande victoire et l'un des plus grands événements multinationaux. Des accomplissements, mais les dégâts écologiques ont continué même après le départ des pompiers. Numéro 13. L'affaire de la pauvre Swasswaher est l'un des nombreux cas de disparition qui souffrent d'un manque regrettable d'informations, ce qui mène l'enquête à une impasse et oblige les enquêteurs à ne compter que sur l'aide du public, qui, à son tour, dépend des informations fournies. Le dossier de Swasswaher ne contient que les informations essentielles. On ignore presque tout de ses antécédents, éducation, origine ou vie privée. Le public a reçu une brève description de l'apparence de la femme disparue et une chronologie des événements menant à sa disparition. Le manque d'informations n'enlève rien au fait que son cas de disparition mérite d'être entendu. C'était le 12 mars 2002 lorsque Poor, qui avait 22 ans à l'époque, a été vue pour la dernière fois à Minneapolis, dans le Minnesota. On ne sait pas dans quelles circonstances elle se trouvait dans cette zone, ni si elle y résidait, mais c'est à partir de là qu'elle a disparu et qu'on ne l'a plus jamais vue ni entendue. Une semaine après qu'elle a été signalée disparue, son véhicule, au descriptif inconnu, a été retrouvé abandonné. On ignore où et comment le véhicule a été retrouvé, et la femme disparue n'était ni dedans ni près du véhicule. La découverte du véhicule marque la fin de la chronologie de l'affaire de Poor, le service de police de Brooklyn Center, poursuivant son enquête en se basant uniquement sur les pistes. Les enquêteurs ne peuvent pas dire avec certitude ce qu'elle portait lorsqu'elle a disparu, mais elle aurait aujourd'hui 46 ans et est portée disparue depuis 24 ans, décrite comme une femme asiatique aux cheveux noirs et yeux marrons lors de sa disparition. Elle mesurait entre 1,45 m et 1,50 m et pesait entre 50 et 54 kg, et on disait qu'elle avait un trait d'eyeliner bleu tatoué sur les paupières inférieures avec des cheveux un peu plus longs que les épaules à l'époque. Les informations concernant sa disparition et l'endroit où elle se trouve peuvent être communiquées au service de police de Brooklyn Center au 763 569 3333. Numéro 12. En mai 1945, un photographe a pris une série d'images montrant des soldats américains examinant des œuvres d'art inestimables qui avaient été rassemblées et entreposées sans ménagement. Pris isolément, ces clichés pourraient lui donner l'impression qu'il s'agit du début de la préparation d'une exposition d'art. Mais ils documentent en réalité la partie émergée de l'iceberg de l'un des plus grands crimes artistiques de l'histoire. Les hommes sur les photos appartenaient à la 101e division aéroportée. Après le jour J, la division atteignit la Bavière, à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche. C'est là qu'ils ont trouvé, cachés dans une grotte près de Königssee, les restes d'une collection d'art réunie par l'un des plus hauts dignitaires du gouvernement allemand. Hermann Göring était le deuxième homme le plus puissant d'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale.
L'un de ses premiers actes, après avoir pris le pouvoir, fut de créer la police secrète, qui commettrait des atrocités contre les opposants politiques de son parti. Il prit ensuite le commandement de l'armée de l'air allemande. À la fin de la guerre, Göring a été reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité lors des procès de Nuremberg. Le pillage d'œuvres d'art, bien que moins grave parmi ces crimes, symbolisait la volonté de son parti de contrôler l'histoire et d'affirmer sa supériorité culturelle. C'était aussi la première étape des attaques contre les communautés jugées indésirables, en particulier la population juive en Allemagne et dans les zones occupées. À partir de 1933, des œuvres d'art et des objets de valeur culturelle ont été pillés auprès des familles juives. Parfois, ils étaient confisqués. D'autres fois, les familles juives devaient vendre leurs œuvres d'art aux enchères. Beaucoup d'œuvres d'art ont été détruites, surtout les plus modernes, mais d'autres ont été prises et conservées par des hauts responsables allemands. Göring fut l'un des principaux bénéficiaires de ce pillage. Au cours d'une décennie, il a acquis d'innombrables œuvres d'art volées à travers l'Europe. Pendant la guerre, il se promenait dans les musées des zones occupées et choisissait les œuvres qu'il voulait. Celles-ci étaient principalement entreposées dans son domaine à Carignole. La collection était si vaste que de nombreux objets étaient simplement entassés et même pas exposés. Malgré la taille de la collection, Göring tenait des registres méticuleux sur l'origine de chacune de ces pièces, notant parfois même de quelle famille elles avaient été volées. Voyant la guerre tourner à son désavantage, Göring a pris une mesure radicale pour empêcher sa collection d'art de tomber aux mains des Alliés. La collection a été emballée et envoyée par train en Bavière. Certaines œuvres sont restées dans les wagons dans lesquels elles avaient été transportées, tandis que d'autres ont été cachées dans une grotte. Des milliers de tableaux volés, dont des œuvres de Rubens et de Rembrandt, faisaient partie de la collection, ainsi que des statues et d'autres œuvres d'art. Une fois la plupart des trésors emportés, Göring fit détruire Kerenhol avant que les forces soviétiques n'atteignent le domaine. Une partie de sa collection pillée est restée sous les décombres du bâtiment détruit à l'arrivée des forces soviétiques. Beaucoup des œuvres d'art ont été irrémédiablement endommagées. Après la découverte de la cache de Bavière, la restitution des œuvres d'art à leurs propriétaires légitimes a débuté. Ce travail se poursuit encore aujourd'hui, comme c'est le cas pour une grande partie de l'art qui a été pillé dans les années 30 et 40, et dans certains cas, il est difficile de retrouver le propriétaire légitime d'une telle œuvre, surtout avec tant de familles anéanties pendant la guerre. Numéro 11. Hatice Trubishulu est né en Turquie en 1977 et a déménagé au Canada avec sa famille en 1993. Elle s'est mariée très jeune, mais ce mariage a rapidement échoué. Elle s'est remariée quelques années plus tard, mais cela n'a pas duré non plus. Aucune de ces relations ratées ne l'a empêchée de chercher l'amour. En 2008, lors d'une fête de Noël, elle est tombée amoureuse de Riza Koza, âgée de 29 ans, qu'elle a rencontré ce jour-là. Ils sont rapidement devenus amoureux, et dans les mois qui ont suivi, Hatice a fait plusieurs voyages à New York où vivait Riza. Au moment où le couple s'est fiancé, il s'est avéré que Riza était mariée à une Américaine nommée Winsome Angela Perez. Mais on a dit à Hatice qu'ils étaient en train de divorcer. Il n'est pas clair si cela est vrai ou non. Ce serait l'année suivante, en 2009, que la femme de 32 ans disparaîtrait alors qu'elle se rendait à New York pour rendre visite à son petit ami avec qui elle entretenait une relation à distance qui était originaire de Turquie. Hatice a quitté la maison familiale à Toronto, au Canada, le 13 juin prévoyant de retrouver Riza et de passer plusieurs jours avec lui. Elle serait vue pour la dernière fois dans sa Toyota Corolla marron de 2007 conduisant sur Bloor Street West et Lansdowne Avenue à Toronto. Elle n'est jamais revenue au Canada et on n'a plus eu de ses nouvelles. Plusieurs jours après son départ, le 21 juin, un véhicule abandonné a été signalé à l'aéroport international John F. Kennedy à New York. La voiture était une Toyota Corolla immatriculée en Ontario. Elle appartenait à la femme disparue et dès le signalement, les forces de l'ordre ont aussitôt enquêté. Ils ont vérifié compte bancaire, relevé téléphonique et Facebook sans activité depuis sa disparition. On a aussi découvert qu'un billet d'avion pour la Turquie avait été acheté à son nom le jour où son véhicule a été retrouvé à l'aéroport. Mais la femme disparue n'est jamais montée à bord de ce vol, ni d'aucun autre d'ailleurs. Et il n'existe aucune trace de son entrée en Turquie. Riza, une immigrée turque qui travaillait comme soudeuse dans une aciérie à Long Island, a quitté les États-Unis peu de temps après sa disparition le 30 juillet. Il partait dans son pays natal avec un aller simple. Sa femme, Angela, a disparu à la même période. Étrangement, la voiture d'Angela a aussi été retrouvée abandonnée au même aéroport que celle de Hatice, 4 mois après le départ de son mari pour la Turquie.
Elle a ensuite été retrouvée dans des circonstances malheureuses qui ont conduit la police à déclarer Risa Kosa comme une personne d'intérêt dans sa disparition, ainsi que dans celle de Addis, la piste criminelle étant fortement suspectée. Mais le suspect potentiel est désormais décédé. Les enquêteurs ne pensent pas que Addis ait jamais quitté New York, mais les indices sur l'endroit où elle aurait pu finir manquent cruellement. Sa disparition reste non résolue et elle a été considérée comme disparue et en danger. Elle est décrite comme une femme caucasienne, aux cheveux noirs, mi-longs et aux yeux marrons. Elle mesure 1,55 m et pèse environ 59 kg. Elle a une petite cicatrice sur la joue gauche et a été vue pour la dernière fois avec un pantalon et une chemise blanc, ainsi que des talons hauts noirs. Toute information concernant la disparition de Addis peut être communiquée à l'unité des personnes disparues de la police de Toronto au 4 168 087 111. Les informations peuvent également être partagées en ligne sur 222tips.com ou sur la page Facebook du service de police de Toronto. Numéro 10. En 1931, l'un des gangsters les plus notoires de l'histoire des États-Unis a été jugé. Ce n'était pas pour ses crimes violents ni pour la contrebande d'alcool durant la Prohibition, mais pour fraude fiscale. Les photos du procès d'Al Capone sont devenues emblématiques de l'histoire américaine, mais l'une d'elles paraîtrait presque comique sans son contexte. En 1931, Capone était déjà connu comme l'un des hommes les plus dangereux de Chicago. 6 ans plus tôt, il avait été promu chef du gang Colosimo après la retraite de John Torrio. L'activité principale du gang était le brassage et la distribution de bière et d'alcool, à une époque où il était illégal de vendre les deux. C'était une affaire lucrative avec beaucoup de concurrence à gérer. Capone a éliminé la concurrence de façon extrêmement violente. Il n'était pas le seul à commettre ces actes horribles, mais la brutalité de Capone et de ses hommes l'a placé au-dessus des autres. Capone participait aussi aux jeux d'argent illégaux et avait été présenté comme le propriétaire d'au moins une maison de jeu. Bien que les crimes de Capone fussent connus, l'emprisonner pour ses actes restait difficile. Les témoins disparaissaient mystérieusement ou perdirent la vie. Les survivants étaient soudain incapables de se souvenir des détails. Les preuves perdues rendaient impossible la présentation du dossier par l'accusation. Le gouvernement cherchait par tous les moyens à mettre ce dangereux criminel hors d'état de nuire. En 1929, l'unité spéciale de renseignement du Trésor américain a lancé une enquête sur les revenus de Capone. Capone menait un train de vie somptueux, dépensant des centaines de dollars en mouchoirs, l'équivalent de milliers aujourd'hui. Il ne pouvait peut-être pas prouver qu'il avait obtenu cet argent illégalement, mais il pouvait prouver qu'il n'avait pas payé ses impôts. Le procès de Capone en 1931 consistait en grande partie pour l'accusation à tenter de prouver que Capone avait bien gagné ce qu'il possédait, ce qui impliquait des anciens caissiers de ses maisons de jeu et du personnel de banque témoignant contre lui. La défense affirmait que Capone était un mauvais joueur ayant perdu tout son argent aux courses de chevaux. Si le procès avait été anonyme, il n'aurait probablement pas attiré beaucoup d'attention, mais le nom d'Al Capone signifiait que les journalistes et les photographes s'intéressaient tous à l'affaire. Beaucoup de photos ont été prises lors du procès. Capone n'avait aucun problème à être photographié, se tournant vers les caméras et souriant même. Mais certains associés n'étaient pas aussi enthousiastes. Une des photos les plus emblématiques du procès montre les bancs du public. Des hommes assis en rang cachent leur visage à la caméra. Ces hommes étaient des mafieux venus soutenir Capone. Cependant, ils ne voulaient laisser aucune trace durable de leur association. Les photos du procès montrent le contraste entre les gangsters bien connus comme Capone, qui semblaient penser qu'il était à l'abri des poursuites, et le monde souterrain obscur, où la plupart des criminels tentèrent de rester dans l'ombre. Après un changement de jury de dernière minute, Capone a été reconnu coupable de seulement 6 des 23 chefs d'accusation portés contre lui. Et cela a suffi à lui valoir une peine de prison de 11 ans. Il sera libéré après seulement 8 ans pour raison de santé. Numéro 9. On ne sait pas grand-chose publiquement sur les origines et la vie personnelle de Chastity Reed. Elle est née le 22 août 1978 et était résidente de Little Rock, Arkansas, en 2002. Membre très apprécié de sa famille, elle était proche de ses cousins. Ses amis et sa famille l'appelaient parfois Puton comme surnom. On disait aussi qu'elle avait un problème de santé, sans préciser la nature exacte. L'histoire de Chastity commence le 26 octobre 2002, lorsqu'elle a passé un appel téléphonique à un membre de sa famille depuis Greenwood, Mississippi. Elle a dit à son parent qu'elle était à Greenwood et comptait aller à Scuba, Mississippi. Elle a précisé qu'elle pourrait s'arrêter à Meridian sur la route de Scuba.
Chastity devait voir des cousins là-bas, mais après ce coup de fil, plus personne ne la revit ni n'eut de ses nouvelles. La jeune femme de 24 ans voyageait dans une Ford Contour turquoise de 1998 à 4 portes lorsqu'elle a disparu. On ne sait pas si elle est jamais arrivée chez son cousin, ce qui rend difficile de cibler un lieu de recherche. Soit elle a disparu entre Greenwood et Meridian, soit entre Meridian et Scuba. Il est possible qu'elle ait disparu en rentrant à Little Rock. Personne dans aucune de ces régions ne semble avoir eu de contact avec elle, et il n'y a eu aucun signalement potentiel de Chastity ou de sa voiture. Les autorités ont fouillé la zone et l'itinéraire supposé de la jeune femme, mais restent sans indice sur sa localisation. Son véhicule avec des plaques de l'Arkansas n'a pas été vu depuis sa disparition. L'affaire reste non résolue et elle est toujours portée disparue et en danger. Aucun suspect n'a été nommé dans sa disparition et aucune observation ni aucune piste n'ont été signalées à ce jour, en 2026. Chastity aurait maintenant 47 ans et on sait qu'elle souffre d'un problème de santé et qu'elle utilise son surnom de Putonne comme nom de famille. Elle a été décrite comme une femme afro-américaine avec des cheveux noirs et des yeux marrons, mesurant environ 1,70 m et pesant environ 145 kg. Ses oreilles sont percées et lors de sa disparition, elle portait un pantalon vert extensible et une chemise blanche. L'agence chargée de l'enquête est le bureau du shérif du comté de Kemper et ils sont joignables au 60 1753 2255. Numéro 8. Au début du XXe siècle, l'équilibre des pouvoirs en Europe devenait de plus en plus précaire. Le continent avait connu une paix relative depuis la fin des guerres napoléoniennes un siècle plus tôt. À mesure que les empires grandissaient, les nations européennes entraient en concurrence mondiale. Des pactes défensifs furent créés pour préserver la paix, mais une déclaration de guerre suffisait à entraîner tout le continent dans le conflit. Alors que les tensions montaient, deux cousins se sont retrouvés pour négocier la paix entre leurs nations. Le tsar Nicolas II de Russie et le Kaiser Guillaume II d'Allemagne se sont finalement retrouvés dans des camps opposés pendant la Première Guerre mondiale. Mais dans les décennies précédant le début de la guerre, ils étaient de bons amis. Nicolas était marié à la cousine germaine de Guillaume et ils étaient aussi liés par le sang, mais de façon plus éloignée. Pourtant, ils s'appelaient cousins et utilisaient les surnoms Willy et Nicky. Malgré leur relation étroite, il n'y avait aucun pacte de défense entre eux. En 1905, les deux monarques se sont rencontrés pour tenter de changer cela. Le 24 juillet, les deux se sont rencontrés sur le pont du navire allemand Berlin, au large des côtes finlandaises. Guillaume a emmené Nicolas inspecter le navire, puis a posé pour des photos avec des marins. Mais la partie la plus importante de la rencontre fut la signature d'un document qui allait être connu sous le nom de Traité de Björk. Le traité était un pacte de défense. Si l'une des nations était attaquée en Europe, l'autre viendrait à son secours. C'est Guillaume qui avait insisté pour l'insertion des mots « en Europe ». Cela signifiait que si l'une des nations était attaquée en Afrique ou en Asie, l'autre ne serait pas obligé de venir à sa défense. Cette inclusion opposait le Kaiser à son gouvernement, qui cherchait l'aide de la Russie contre la Grande-Bretagne en Asie et la France en Afrique. Mais le Kaiser pensait que cela ne ferait que les entraîner dans une guerre qu'il n'avait pas besoin de mener. Aucun des deux monarques n'a eu le soutien de son gouvernement pour le traité, qui n'a jamais été ratifié. Cela ne les a pas empêchés de se revoir par la suite. 2 ans plus tard, ils se sont retrouvés dans une ville allemande sur la côte baltique. Et cette rencontre, très médiatisée, a donné lieu à de nombreuses photos des deux monarques prises par des photographes de presse. Ils ont été photographiés portant l'uniforme de l'armée de l'autre, en signe de diplomatie. Le tsar portait l'uniforme d'un colonel de dragons prussien, tandis que le Kaiser portait l'uniforme d'un colonel cosaque. Cette fois, il n'y eut aucune signature officielle de traité, bien qu'ils aient juré un pacte d'amitié éternelle. Quiconque aurait assisté aux événements de ce jour-là n'aurait jamais imaginé que ces deux hommes se retrouveraient dans des camps opposés lors d'une guerre, seulement quelques années plus tard. 2 ans plus tard, en 1909, il y eut une autre rencontre entre les deux monarques et la famille impériale russe, celle-ci étant beaucoup moins médiatisée, mais davantage de photos furent prises, montrant le Kaiser avec Nicolas et ses enfants. À la veille de la Première Guerre mondiale, Nicolas et Guillaume échangèrent des télégrammes pour tenter d'empêcher les hostilités entre leurs nations. Aucun pacte de défense n'avait été signé entre eux, mais la Russie avait conclu un traité avec la France et était depuis longtemps protectrice de la Serbie. L'Allemagne avait conclu des traités avec l'Autriche-Hongrie et se préparait à entrer en guerre pour défendre son allié.
Bien que les deux monarques aient tenté d'arrêter les combats, les troupes furent immobilisées et quelques jours après leur dernier télégramme, l'Allemagne déclara la guerre à la Russie. Numéro 7. Totran Harriman a eu une vie vraiment incroyable. Ses racines étaient liées au Vietnam, où elle est née en février 1944. Elle a grandi dans la région sud du pays, où elle a été élevée à Tay Ninh, une ville située en dehors de Saigon. Sa maison située sur les rives du fleuve Saigon lui a plus tard donné le goût de vivre près de l'eau. À l'âge de 22 ans, elle a donné naissance à son premier fils, Min. Plus tard cette année-là, elle a perdu son mari pendant la guerre du Vietnam. 2 ans après, en 1968, elle a rencontré Clinton Harriman, officier de la marine marchande américaine. Clinton et Tat ont eu le coup de foudre et se sont mariés lors d'une cérémonie vietnamienne. Ensemble, ils ont construit une maison à la campagne de Tay Ninh, où ils ont une fille ensemble nommée Tu Hong. À cause de la guerre, le couple devait trouver un moyen de protéger leur fille, car ses origines vietnamiennes et américaines la rendaient vulnérable. Cet effort a poussé la famille à se déplacer, notamment sur les plages rocheuses de la baie de Casco dans le Maine et dans les eaux peu profondes du golfe du Mexique, prolongeant ce fil conducteur d'une vie au bord de l'eau où il menait une vie colorée et heureuse. Todd faisait du bénévolat dans des hôpitaux pour réfugiés en tant qu'interprète vietnamien. Et elle gagnait bien sa vie, envisageant même d'acheter des biens immobiliers supplémentaires au Texas, dans l'espoir de devenir propriétaire bailleur et de se rapprocher de son fils adulte et de ses petits-enfants. La maison qu'elle comptait acheter lui offrirait à nouveau une splendide vue sur l'océan. Elle était enthousiaste à l'idée de déménager dans un endroit où elle pourrait renouer avec sa famille, et elle avait hâte de créer de nouveaux liens. Elle voulait enseigner la pêche à nos petits-enfants et aider la communauté vietnamienne de sa nouvelle ville. Mais Tat n'aurait jamais cette chance. C'était l'été 2001, lorsque Tat, âgée de 57 ans, a tracé un itinéraire entre League City, où elle rendait visite à son fils, et Corpus Christi, au Texas, où elle cherchait à acheter une propriété. Son plan était de prendre la route panoramique, la route 35, à la recherche de maisons potentielles. Elle a quitté la maison de son fils vers 5h00 du matin, le 12 juillet 2001, à bord d'une Lincoln Continental Rose Quartz de 1995 avec une plaque d'immatriculation personnalisée de Floride, Totsi. La voiture portait un petit autocollant carré PJC sur le pare-choc arrière et un emblème des Navy Seals à l'avant. Vers 8h30 ce matin-là, 3h30 après son départ, l'un des amis de Todd a essayé d'appeler son téléphone portable. Le téléphone a sonné 4 fois avant d'être basculé sur la messagerie, montrant qu'il était allumé. À 10h30, l'ami a essayé de l'appeler à nouveau, et cette fois, l'appel a été directement transféré sur la messagerie vocale, ce qui signifiait que l'appareil était maintenant éteint. Ce soir-là, n'ayant toujours pas eu de nouvelles d'elle, cela a suscité des inquiétudes parmi sa famille et ses amis. Son fils a appelé l'endroit où sa mère devait passer la nuit, mais Todd n'y était jamais arrivé. Le lendemain, la disparition de la femme serait signalée à la police locale. Des recherches approfondies ont ensuite été menées entre League City et Corpus Christi, mais ces efforts n'ont donné aucun indice concernant la disparition de Todd. La Lincoln n'a jamais été retrouvée non plus et reste tout aussi mystérieusement disparue que Todd. Il n'y a eu au fil des années que quelques fragments d'informations concernant la disparition, mais aucune de ces pistes n'a donné de résultat. Il y a eu plusieurs signalements non confirmés de Todd entre le Texas et la Floride. Des témoins l'ont aussi vu avec un homme afro-américain non identifié. Il est décrit comme mince et paraissant avoir dans la vingtaine. Il a été vu au volant dans la région de Houston le jour de la disparition de Todd. Il est considéré comme suspect potentiel. Selon le service de police de League City, un acte criminel est suspecté. Totran Harriman est une femme asiatique aux cheveux noirs grisonnants et aux yeux marrons. Elle est d'origine vietnamienne et elle a des cicatrices sur l'abdomen, dont l'une est due à une césarienne et l'autre à une hystérectomie. Elle porte également des lunettes. Au moment de sa disparition, elle portait 7 bracelets en or au poignet gauche, un pendentif en diamant, un short et des sandales. Les informations concernant sa disparition peuvent être transmises au service de police de League City au 281 332 2566. Numéro 6. Beaucoup de photos de la pandémie de grippe espagnole sont des images saisissantes qui montrent clairement la réalité de cet événement tragique. Mais parfois, le contexte sombre derrière une photo est moins évident. Photo prise à Portsmouth Square, plus ancien parc public de San Francisco. Au lieu d'être un lieu de loisirs, la pandémie l'avait transformé en lieu de travail, où le tribunal de police de la ville se réunissait pour tenter de maîtriser l'activité criminelle de San Francisco.
Quand la grippe espagnole a touché San Francisco, la ville a réagi rapidement. Selon les articles de journaux de l'époque, le premier cas de la maladie a été découvert le 23 septembre 1918, après qu'un homme soit revenu d'un voyage à Chicago. Les médecins ont réagi vite et ont ordonné la quarantaine de l'homme, mais la maladie s'est propagée avant l'application de la mesure et les cas ont rapidement explosé. En seulement une semaine, plus de 2000 personnes avaient contracté la maladie. Des mesures ont rapidement été mises en place pour tenter de garder le nombre de cas sous contrôle. Beaucoup de ces mesures nous sont familières aujourd'hui, grâce à la pandémie de Covid-19. Les habitants ont été priés d'éviter les tramways aux heures de pointe et les lieux publics. Les salles de danse et théâtres ont fermé. La mesure la plus évidente sur les photos de l'époque était l'usage de masques médicaux en gaz. Au départ, on incitait seulement les citoyens à porter des masques. Rapidement, ils sont devenus obligatoires, et pendant environ un mois, la plupart des citoyens ont porté un masque au quotidien. Comme aujourd'hui, éviter les rassemblements publics était aussi jugé important. C'était particulièrement le cas à l'intérieur, où les gens se retrouvaient les uns près des autres. De nos jours, cela signifiait souvent travailler à domicile et se réunir dans des espaces en ligne à la place. En 1918, ce n'était pas une option. Le tribunal de police était l'un de ces endroits qui devaient continuer à fonctionner, même lorsque le reste de la ville fermait. En plus des crimes et délits habituels, l'obligation de porter un masque signifiait qu'il y avait une autre loi que la police devait faire respecter. Au début de la pandémie, la majorité était contente de porter un masque. Cela ne signifiait pas qu'ils s'en souvenaient toujours. Certains ont protesté, jugeant cette obligation inconstitutionnelle. Rien que le 27 octobre, 110 personnes ont été arrêtées pour ne pas avoir porté correctement leur masque. Le chef de la police affirme qu'en arrêtant trop d'habitants, les cellules seraient saturées. La plupart des contrevenants ont reçu une amende de 5 $. Certains, y compris des récidivistes, ont écopé de courtes peines de prison. Sous la pression accrue sur les forces de l'ordre, il était crucial que les tribunaux restent actifs. Et le tribunal en plein air de Portsmouth Square a joué un rôle clé. D'autres photos de l'époque montrent des scènes étranges qui sont en réalité des personnes essayant de faire face au pire de la pandémie qu'elles aient jamais connue. Une photo montre une foule debout ou agenouillée sur les marches d'un bâtiment, toutes de dos à l'appareil photo. Il s'agissait des fidèles de la cathédrale Sainte-Marie de l'Assomption, réunis pour la messe et la prière. Les premières mesures ont ralenti la propagation de la maladie. Malheureusement, San Francisco a levé les mesures trop tôt. Peu après la levée des mesures, leur réimposition a été nécessaire car les cas ont de nouveau augmenté. À la fin de la pandémie, environ 45 000 personnes à San Francisco avaient contracté la maladie et plus de 3 000 ont perdu la vie. La ville a ainsi été l'une des plus touchées du pays. Numéro 5. Parmi un groupe de frères et sœurs se tient Immaculate Mary Bacille, une femme autochtone canadienne née de Patricia et Samuel. Elle a 3 frères, dont Nick, Peter et Travis, ainsi que 3 sœurs, Crystal, Ida et Samantha. Selon ses proches, Immaculate, souvent appelée Maki, était plus proche de ses 2 jeunes sœurs, Crystal et Ida, qui la décrivaient comme une personne attentionnée. Elle aidait de toutes les manières possibles quand quelqu'un lui demandait. Maki est née le 8 décembre 1985, date de la fête catholique romaine de l'Immaculée Conception, qui serait à l'origine de son prénom. Ayant grandi en famille d'accueil avec ses sœurs cadettes, cela a contribué à leur lien indestructible. Ses proches la décrivaient comme une personne introvertie et elle assistait rarement à des fêtes. Elle ne buvait pas et ne consommait pas de stupéfiants récréatifs, préférant rester à la maison, faire le ménage, décorer ou passer du temps en ligne et avec son jeune fils. C'est à cause de ce comportement introverti et de cette personnalité prudente que sa famille a été déconcertée lorsqu'ils l'ont appris qu'en 2013, elle était sortie seule à une fête, un événement qui allait devenir le cadre inattendu de sa disparition. Le 13 juin, Maki a quitté son domicile pour se rendre à la réserve Tachi et assister à une fête chez quelqu'un. La liste des participants à la fête ce soir-là n'est pas publique, seules 2 personnes ont été nommées. L'une de ces personnes était Keith, le cousin de Maki qu'elle a retrouvé ce soir-là. Elle aurait aussi été vue avec un homme nommé Victor, également connu de la famille. Vers minuit, le 14 juin, Maki quitte la fête avec Victor et Keith pour se rendre dans une cabane près de Coogee afin de récupérer une boîte en fer rouge. Ils sont partis ensemble dans un camion blanc et bleu et c'est au cours de ce trajet que des circonstances inconnues allaient conduire à la disparition non résolue d'Immaculée Bacille.
Ce fut la dernière fois que quelqu'un la vit ou eut de ses nouvelles. Apparemment, Victor a été vu à Tachi 10 heures plus tard et ses vêtements étaient trempés jusqu'à la poitrine. Ce jour-là, Mackay n'a pas répondu aux appels de sa sœur inquiète. 3 jours plus tard, après divers appels à ses connaissances, la famille a signalé à la GRC la disparition de la mère d'un enfant. Pendant qu'ils enquêtaient sur l'affaire, la GRC a interrogé Keith et Victor, qui ont affirmé qu'ils avaient eu un accident alors qu'ils circulaient sur la route forestière Leo Creek. L'histoire a été corroborée par la découverte de morceaux du camion près d'un arbre dans la région. Ils ont affirmé que Mackay s'était séparé d'eux après l'incident. Les 2 hommes ont passé un test au détecteur de mensonges et une analyse médico-légale. Rien de suspect n'a été trouvé et les 2 ont coopéré. La GRC a lancé une opération de recherche 1 semaine après le signalement de la disparition de la femme. Ils ont ratissé la zone au sol et par les airs avec des chiens pisteurs sans rien trouver. Lors de sa disparition, Immaculée portait un pantalon de yoga gris, des chaussures blanches et un sweat à capuche noire avec une feuille d'érable sur le devant. Elle avait avec elle un iPod Shuffle bleu foncé et des écouteurs blancs. Aucun de ces objets n'a été retrouvé dans la zone d'où elle aurait disparu. Quand l'affaire s'est ébruitée, plusieurs personnes ont affirmé l'avoir vue. Immaculée a disparu dans une zone considérée comme faisant partie de l'autoroute des larmes. L'affaire survient après la disparition de sa cousine Bonnie Marie-Joseph, qui a disparu de la même manière plusieurs années plus tôt. Immaculée est décrite comme ayant des cheveux noirs, mi-longs et des yeux marrons. Elle mesure 1,65 m et pèse environ 57 kg. Toute information concernant sa disparition ou l'endroit où elle se trouve peut être communiquée à la GRC de Fort St. James au 259 196 8269. Numéro 4. À première vue, une vieille photo de tas de pavés dans une rue animée pourrait ressembler à une image de travaux de construction. Mais en y regardant de plus près, on remarque que les roues placées devant les pierres ne sont pas attachées à des charrettes. Ce sont des bases de canon pointées à travers de petites ouvertures dans les pierres. C'était l'une des nombreuses barricades construites dans les rues de Paris au printemps 1871 après qu'un gouvernement révolutionnaire ait pris le contrôle de la ville. La Commune de Paris a été formée à la suite de la guerre franco-prussienne. L'armée de Napoléon III a perdu face à la Confédération de l'Allemagne du Nord. La garde nationale française avait pris le contrôle de Paris dans les derniers mois de la guerre et a essayé de résister, mais a finalement dû se rendre. Ils ont pu garder leurs armes pendant que les gouvernements concluaient un accord de paix. À la fin janvier 1871, la guerre était terminée, mais son impact se faisait encore sentir à Paris. Les citoyens avaient résisté à un siège prolongé. Beaucoup ont mis en gage des biens pour subvenir à leurs besoins pendant les combats, se retrouvant en difficulté. La garde nationale à Paris avait alors commencé à gagner du pouvoir politique. Ainsi, lorsque l'armée nationale a tenté de retirer les canons de Paris le 18 mars, elle a mis le feu aux poudres d'une révolution. La garde nationale a riposté contre l'armée, qui a finalement battu en retraite hors de Paris. Le gouvernement français s'est installé à Versailles, tandis que Paris formait le sien. La Commune de Paris reste encore aujourd'hui une période controversée et clivante en France. La Révolution a été érigée en idéal par Karl Marx, et de nombreux gouvernements communistes et socialistes se sont nommés en l'honneur de la Commune de Paris. Les groupes féministes ont vu des aspects féministes dans la Révolution, tandis que les anarchistes l'ont aussi revendiqué. La Commune de Paris était composée de tout le peuple parisien, qui formait de nombreux groupes et clubs politiques différents. Certains groupes se contredisaient et ne s'entendèrent pas toujours. Le thème principal de la Révolution, cependant, était que la ville devait être gouvernée par le peuple de Paris, que ce soit directement ou indirectement. Mais les communards avaient aussi un inconvénient, qui est surtout apparu lorsqu'ils ont essayé de défendre la ville contre des forces extérieures. Sans surprise, le gouvernement national et l'armée ne se sont pas retirés bien longtemps. Paris a été assiégé et après seulement quelques mois, il y a eu des combats dans les rues. Des barricades ont été dressées pour freiner l'avancée des troupes. Lors des révolutions passées, les barricades avaient été des centres importants de combat, aidant à défendre la capitale contre ceux qui tentaient d'envahir. Mais Napoléon III avait lancé des projets de construction dans Paris qui rendaient la barricade inutile. Les rues avaient été élargies, ce qui permettait le passage facile des troupes. Cela n'a pas empêché les révolutionnaires de se battre courageusement, femmes et hommes tenant les barricades, jusqu'à leur anéantissement. Au cours de la dernière semaine de la Commune de Paris, d'importants monuments de la ville furent incendiés.
La plupart des historiens s'accordent à dire que les communards étaient à l'origine des incendies, bien que certains pensent qu'ils pourraient avoir été causés par les bombardements de l'armée. Les communards ont également ôté la vie à des otages en représailles à la perte de révolutionnaires capturés par les forces nationales. La dernière barricade à tomber fut soit celle de la rue Rempart, soit celle de la rue Réveillon, soit celle de la rue de la Fontaine du Roi. Chacune fut farouchement défendue, mais les communards furent submergés. Le 28 mai 1871, la Commune de Paris prit fin. Elle n'avait duré que 72 jours, mais son impact sur Paris et sur la France entière perdure jusqu'à aujourd'hui. Numéro 3. Kirk von Ackermann semble avoir commencé à travailler pour les services militaires et de renseignement dans les années 90 comme linguiste russe dans l'armée de terre américaine. Il a également été officier du renseignement dans l'US Air Force, où il a occupé le poste de directeur adjoint du renseignement pour l'OTAN au Kosovo. Kirk deviendrait un officier décoré pour ses actions en territoire ennemi. C'est lors de l'une de ses missions de service que Kirk, âgé de 37 ans, serait porté disparu en 2003. Nous étions en octobre et Kirk, un prestataire du département de la Défense, travaillait pour Ultra Service situé à Istanbul en Turquie. Il a été envoyé à Tikrit, en Irak, dans le cadre de l'opération Liberté irakienne, un plan entaché de nombreux problèmes. Parmi les problèmes présents dans ce projet figuraient l'ingérence politique, des attentes irréalistes et un grave manque d'effectifs militaires. Kirk était répertorié comme ayant disparu le 9 octobre 2003, date à laquelle son véhicule a été retrouvé abandonné sur la route entre Kirkuk et Tikrit. Peu avant la découverte de la voiture, Kirk avait appelé son collègue Ryan Manalik pour lui dire qu'il avait un pneu crevé et avait besoin d'un cric. À leur arrivée sur les lieux pour lui porter assistance, Kirk était introuvable. À l'intérieur de sa voiture abandonnée se trouvait tout son équipement, y compris un téléphone satellite, un ordinateur et une mallette, ainsi que 40 000 $ en espèces laissées sans surveillance. L'unité des fraudes majeures au marché public de l'USACIDC enquêtait sur la disparition de Kirk, ainsi que sur un incident malheureux impliquant Manalik qui s'était produit seulement 2 mois plus tôt. Selon le père de Manalik, il avait reçu un email de son fils laissant entendre qu'il soupçonnait ses collègues chez Ultra Service, dont le site web affirmait avoir réalisé 14 millions de dollars de chiffre d'affaires avec le Pentagone, d'être peut-être impliqué dans des activités frauduleuses avec les responsables des contrats de l'armée américaine. Un email rédigé par Manalik laissait entendre qu'il craignait pour sa vie, mais il n'en précisait pas la raison. Le CD n'a peut-être pas pu confirmer si Kurt avait connu un sort malheureux en supposant qu'il ait été victime d'une tentative d'enlèvement ratée qui pouvait ou non être liée à l'affaire de Manalik. Au-delà de cela, les enquêteurs n'ont pas divulgué d'autres informations, étant donné que l'affaire est très médiatisée et toujours en cours. Kurt fait partie des 5 hommes portés disparus parmi les sous-traitants du département de la Défense depuis le début de l'opération Tempête du désert. Sa disparition reste une source de controverse. Il a été décrit comme un homme caucasien de Moss Beach, Californie. Il laisse derrière lui une épouse et 3 enfants, et il était le directeur de Sable Systems à San Mateo, en Californie. L'enquête sur sa disparition est toujours en cours, et toute information le concernant doit être transmise à le service de police le plus proche ou au bureau du FBI. Numéro 2. Theodore Hall n'avait que 18 ans lorsqu'il a été embauché comme le plus jeune scientifique à travailler sur le projet Manhattan. Son badge d'identification montre le numéro de sécurité unique de Hall, KK-19. Il a ainsi accédé à l'une des installations les plus secrètes au monde et transmis des informations à l'Union soviétique comme plus jeune espion atomique. Hall a grandi à New York, fils d'un homme juif ayant immigré en Amérique pour échapper à la Russie impériale. Dès son enfance, il a montré une grande intelligence aidé par l'enseignement de son frère aîné de 11 ans. Hall a sauté plusieurs classes et obtenu son diplôme du secondaire à 14 ans. À 16 ans, il a commencé à étudier la physique à l'université Harvard et a obtenu son diplôme 2 ans plus tard. L'un de ses professeurs à l'université Harvard l'a recommandé pour le projet Manhattan et il a été embauché en 1944. Hall voulait surtout déterminer la masse critique de l'uranium utilisé dans l'une des armes larguées sur le Japon. Hall s'est rapidement distingué dans son nouveau poste et il a été nommé chef de l'équipe travaillant sur cette partie essentielle du projet. Malgré la forte pression subie à l'adolescence, Hall ne montrait apparemment aucun signe de problème. Beaucoup de choses occupaient son esprit. À l'été 1944, il était bien connu parmi les scientifiques de Los Alamos que le principal objectif de l'arme n'avait rien à voir avec les puissances de l'Axe.
Il était évident que l'Allemagne ne pourrait pas fabriquer une arme nucléaire. Au lieu de cela, les responsables de l'armée étaient beaucoup plus préoccupés par l'URSS, qui était encore une alliée des États-Unis à l'époque. De nombreux scientifiques du projet Manhattan craignaient l'impact des armes nucléaires sur l'équilibre des puissances dans le monde. Construire une arme pour se préparer à une attaque allemande, menée avec une arme du même type, était une chose. Mais si les États-Unis étaient le seul pays à posséder une arme nucléaire, ils n'en voyaient pas l'intérêt. Beaucoup ont écrit au président pour l'exhorter à ne pas larguer les armes sur le Japon, mais il n'est pas certain que Truman ait jamais reçu la pétition. Hall faisait partie des scientifiques inquiets que les États-Unis soient seuls à détenir l'arme nucléaire. Si un seul pays possédait cet engin destructeur, personne ne pourrait l'empêcher de sombrer dans le même état autoritaire que celui qui était en train d'être vaincu en Europe. Selon Hall, partager les plans des armes nucléaires avec l'URSS était le seul moyen d'assurer un équilibre des puissances et la paix grâce à la destruction mutuelle assurée. En octobre 1944, Hall est rentré chez lui à New York, officiellement pour une fête d'anniversaire. Lors de sa visite, il s'est rendu au siège d'une entreprise soviétique où on lui a remis le nom d'un agent du NKVD à qui transmettre des informations. Hall a transmis des informations sur les scientifiques qui travaillaient à Los Alamos, l'organisation du personnel et les détails concernant l'engin lui-même. Il n'était pas le seul espion atomique à avoir transmis des informations sur le projet Manhattan. Mais il a peut-être fourni les renseignements les plus utiles aux scientifiques soviétiques qui tentaient de créer leur propre arme. Ce n'est qu'en 1950 que l'armée américaine a commencé à soupçonner Hall d'espionnage. Mais à ce moment-là, il avait déjà quitté le projet Manhattan et étudiait à l'université de Chicago. Son nom figurait dans des correspondances décryptées entre espions soviétiques. Il a été interrogé, mais la seule preuve dont disposait l'armée provenait des messages décryptés et ils ont choisi de ne pas engager de poursuite. Il est ensuite devenu biophysicien et a vécu jusqu'en 1999 années où il est décédé à l'âge de 74 ans. Numéro 1. C'est en 1988 que Dominique Ardouin, une femme originaire de Paris, en France, a décidé de s'installer en Finlande. Elle a travaillé comme guide en Laponie finlandaise et gardé la double nationalité. D'après sa biographie, elle menait une vie hors du commun. Orpheline très jeune, elle avait grandi dans les Alpes. Elle aurait eu un cancer dont elle s'est remise. C'est bien plus tard qu'on a découvert que cette brève histoire était inventée. Malgré avoir inventé l'histoire de son passé, Dominique restait une personne respectée qui s'accrochait à un objectif auquel elle refusait de renoncer. Et cet objectif allait devenir la toile de fond inattendue de sa mystérieuse disparition, qui demeure encore aujourd'hui non résolue. Dominique voulait devenir la première femme à atteindre seule le pôle Nord géographique et à y arriver à ski. En 2001, elle s'est lancée dans cette quête et, ce printemps-là, elle a atteint le pôle Nord magnétique. En 2003, elle est partie en direction du pôle Nord géographique, mais elle n'a pas pu traverser ce terrain impitoyable. Elle a été secourue dans ce paysage enneigé, mais quelques orteils, victimes d'engelures, ont ensuite été amputés. Mais Dominique n'a pas été découragée et en mars 2004, à l'âge de 43 ans, elle s'est lancée dans sa deuxième tentative pour devenir la première femme à atteindre le pôle Nord à ski, en solitaire. Sa base était dans le nord de la Finlande, où son vieil ami Thomas Jantunen dirigeait l'association finlandaise de plein air. Le 5 mars, Dominique a quitté le cap Arkadicheski en Sibérie pour se diriger vers le pôle Nord géographique, s'aventurant à travers la calotte glaciaire. Elle a pris du matériel de communication sophistiqué et de la nourriture pour 17 jours. Pour atteindre sa destination, elle devra affronter des conditions difficiles, des températures extrêmes et faire du kayak entre les glaces. Cependant, un jour après le début de son voyage, elle a soudainement perdu le contact avec sa base. L'absence de communication a aussitôt lancé une opération de recherche et de sauvetage. L'hélicoptère de secours survolant la zone à la recherche d'une trace d'elle. Bien qu'il n'ait pas retrouvé Dominique, les sauveteurs ont cependant récupéré un autre voyageur, Frédéric Chamard-Baudet, disparu la veille lors d'une autre mission. Dans les jours qui ont suivi, les équipes sont retournées sur l'itinéraire que Dominique était censé avoir emprunté, mais elles sont revenues bredouilles. Les recherches seraient abandonnées à la fin du mois. Après sa disparition, ses amis et collègues ont découvert que son histoire sur ses origines alpines n'était pas vraie, et ils ont pu retrouver sa sœur ainsi que son oncle. Selon les membres de sa famille, Dominique avait déjà disparu par le passé, bien qu'il n'ait pas précisé dans quelles circonstances.
Ses proches pensent qu'elle est encore en vie et pourrait vivre ailleurs. L'oncle de Dominique a déclaré qu'elle aurait pu refaire sa vie, peut-être en Russie. On ne sait pas ce que portait la femme de 43 ans au moment de sa disparition, mais elle peut être facilement identifiée grâce à ses orteils manquants, qui ont été amputés après des engelures. Elle a les yeux bleus et lors de sa disparition avait les cheveux blonds courts. Les informations la concernant peuvent être signalées au poste de police local le plus proche ou au bureau du shérif. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.